Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, elle se veut la première d'une liste. La centrale photovoltaïque de Ziga a été inaugurée par le chef du département de l'énergie. La centrale a une capacité de plus d'1 mégawatt et est directement connectée au réseau de distribution de la Sonabel. L'inauguration a eu lieu au moment où le monde paysan était à l'honneur dans la ville de Kayar. Et la JNP 2017 est certes terminée, mais nous poursuivons notre série de reportages sur les acteurs majeurs de la production agricole dans ce journal Zoom sur 2 sites pourvoyeurs d'emplois et de savoir-faire. Les vallées du Cou et du Sourou souffrent pourtant de divers maux. Des remèdes doivent être trouvés rapidement. C'est en tout cas le souhait des producteurs que nous entendrons dans quelques instants. Il est devenu ce dimanche le 8e président de la 5e République française. Il en est surtout le plus jeune. Emmanuel Macron a été investi sur fond d'honneur militaire après une cérémonie de passation de pouvoir. Ses premiers mots, le candidat d'En Marche se veut rassurant. Il entend redonner confiance aux Français. En attendant celle de Zaktouli, la Sonabel est fière de présenter sa toute première centrale photovoltaïque. L'infrastructure inaugurée à Ziga par le ministre de l'Énergie est dotée d'une capacité de production de plus d'1 mégawatt. Présentation du fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan avec Koalen Ebié et Vincent Kenrobego. Centrale solaire photovoltaïque de Ziga. L'unité de production d'énergie électrique a une capacité de 1100 kW et est connectée au réseau de distribution de la Sonabel. Pour le département de l'énergie, la mise en service de cette centrale constitue un pas dans une marche irréversible vers les énergies renouvelables au Burkina Faso. Le solaire, c'est une réalité à travers le monde et la transition énergétique est en train de faire la part belle au soleil. Et nous qui avons des ensoleillements, en tout cas très importants à l'échelle internationale, nous devons travailler pour ne pas se laisser dépasser par cette dynamique du monde. Il est important pour nous de clarifier que le Burkina, qu'il le veuille ou pas, n'a pas le choix. Le Burkina est obligé d'aller vers l'énergie solaire. L'infrastructure a coûté 1,836 milliard de francs, entièrement financé par la Chine-Taïwan. On a un bon futur devant nous. Je crois que je voudrais encourager aussi le gouvernement burkinabé. Il ne faut pas abandonner l'énergie solaire parce que le Burkina a possédé beaucoup de soleil. Hein? C'est l'atout du développement économique, social du Burkina Faso. Donc nous, on va accompagner le gouvernement et la population taïwanaise. On va continuer à appuyer, accompagner le gouvernement burkinabé à produire plus d'électricité pour satisfaire aux besoins du développement national et aussi pour soulager un peu la population. L'inauguration de la centrale a eu lieu ce jeudi 11 mai à Ziga, en présence d'une population nombreuse de sa zone d'implantation. La campagne électorale pour les municipales partielles a donc débuté, vous le savez, mais à la veille de ce lancement, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante est allée apporter de la lumière sur quelques préoccupations soulevées par les populations de Bouroum. Le compte rendu avec Justin Karambiri et Guesbego Dimitri Badini. Une délégation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, en concertation avec les forces vives de la commune de Bouroum, à la veille de la campagne des élections municipales partielles. Au cœur des échanges, des éclaircissements sur des questions telles que les votes par dérogation, les duplicata pour les cartes d'électeurs perdues, auxquels le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, a donné satisfaction aux populations de Bouroum. Il a en retour exhorté ces derniers à plus de dialogue et de fair play pour des élections apaisées dans la commune. Vous avez vu l'esprit de façon générale. Les gens sont tournés vers l'avenir et vers les élections. Tout augure qu'on aura des élections apaisées. Les autorités de la région attestent qu'il n'y a plus de tension entre les différentes composantes de la commune et rassurent que les conditions sont réunies pour un bon déroulement des élections municipales partielles dans la commune. Beaucoup de sensibilisations ont été faites avec beaucoup de sagesse. Et des approches ont été faites auprès des autorités coutumières et religieuses. En tout cas, chacun a montré sa bonne foi, sa bonne volonté pour permettre à ces élections de se dérouler dans la paix et dans la transparence.
Je peux dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes confiants que tout va bien se passer à Burum-Burum. 4 partis politiques sont en lice pour les élections municipales partielles de la commune de Burum-Burum. Les campagnes électorales débutent ce 13 mai pour une durée de 2 semaines. Le parti au pouvoir, lui, forme ses délégués provinciaux. Le mouvement du peuple pour le progrès veut doter ses militants de bases de certaines sur des notions comme la démocratie ou encore la représentation. La bonne marche du parti en dépend. À vous, les initiateurs de cette formation. Pawadrogo, Jean Zongo et Nyar Kiteda nous en disent plus. Ils sont venus des 45 provinces du Burkina pour échanger sur la démocratie et la représentation. Par cette rencontre, le mouvement du peuple pour le progrès prépare déjà ses militants à l'avènement de la Ve République. Le parti au pouvoir entend également donner les rudiments nécessaires aux délégués provinciaux sur la marche du parti, le type de démocratie pour le Burkina et le fonctionnement de l'appareil d'État. Je n'ai cessé de dire qu'un parti n'est valable que s'il a des militants bien formés, politiquement bien formés, qui ont une orientation claire de la marche du parti et de la marche de l'État. La question de la démocratie est une quête permanente et nous constatons que jusqu'à présent, elle n'est pas bien cernée dans les pays africains et particulièrement burkinabés. C'est les RPP, c'est les MPP qui acceptent ce programme. Ça veut dire c'est un partenaire normalement pour la fondation, pour discuter les idées de social-démocratie. À cette rencontre, les participants vont discuter et définir le rôle et les missions des militants dans la mise en œuvre du PNDS, le Programme national de développement économique et social. Il s'agit également pour ces participants d'être des relais dans les provinces respectives une fois de retour à la base. C'est tout l'enjeu de ce rendez-vous des délégués provinciaux au dire des initiateurs. Et puis cette initiative qui épouse certainement les valeurs enseignées à ses militants, une campagne de sensibilisation contre l'incivisme au Burkina. Des leaders d'opinion sont triés sur le volet pour porter des messages à la frange jeune. Le lancement de cette campagne en images avec Issa Kafando et Boumernes Nobié. On rentre, ça moto là, on va brûler ça aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Ce sketch, joué ici par des lycéens de Koudougou, explique les scènes de violence souvent constatées dans les établissements scolaires. Ce sont des actes d'incivisme, un incivisme qui a malheureusement atteint de nos jours un niveau inquiétant au Burkina. Et cette campagne de sensibilisation lancée ici à Koudougou est une contribution de Arc-en-Ciel Communication pour lutter contre ce fléau, un véritable handicap au développement. Nous savons très bien qu'avec cet incivisme-là, on ne va nulle part. Cela remet en cause les acquis en matière de droits humains et est un danger vraiment pour le développement et la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est pour cela que nous avons décidé avec cette campagne de sensibiliser les populations, en particulier les jeunes. Une initiative bien appréciée et soutenue par le gouvernement. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleur créneau que celui-là pour amener beaucoup de jeunes et même de moins jeunes à chérir le civisme. Il faut qu'à la place de l'incivisme, nous amenions le civisme. Le ministre de la Jeunesse nous a instruit de féliciter les organisateurs de cette campagne. Et le PNDS ne peut réussir que dans un contexte de civisme. Au programme de la soirée, la diffusion de messages de sensibilisation préenregistrés auprès des leaders d'opinion politique, religieux et coutumiers sur la promotion du civisme au Burkina, des sketchs et des prestations d'artistes et d'humoristes qui adhèrent à la cause. C'est les policiers que les imbéciles la cognent pour se faire plaisir. Donc c'est à cause de ça que tonton chez moi a dit quoi? Qu'à partir de maintenant, là, quoi, à chaque feu, il y aura la police, la gendarmerie, les corps et les sapeurs-pompiers. Voilà. Dès que tu pries fait seulement, le policier te siffle, les gendarmes t'attrapent, corps te frappe, sapeurs-pompiers te soignent. Quand on parle de cohésion sociale, je pense que ça engage tout le monde, ça interpelle tout le monde. Quand on est soucieux d'un avenir radieux pour son pays, c'est les gens d'initiative que nous accompagnons facilement. C'est une bonne chose qu'ils aient pensé à vraiment, en tout cas, venir nous sensibiliser sur ce point. Ce soir, j'ai appris que chacun doit s'y mettre, en tout cas, pour que les choses changent vraiment.
Cette campagne de sensibilisation concerne pour sa première phase Koudougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Elle prend fin le 25 mai 2017. Et puis le Burkina a été choisi pour abriter la 6e conférence annuelle de l'Alliance Borderless. Cette association d'entreprises pour la promotion du commerce régional s'est en effet réunie du 10 au 12 mai dernier à Ouagadougou. De cette réunion, des recommandations sont sorties en vue de faciliter les échanges commerciaux. Les détails avec Paul-David Bambara et Bouma Ernest Nébier. La 6e conférence de l'Alliance Bordelaise s'est achevée sur une note de satisfaction des organisateurs à Ouagadougou. Elle aura permis 3 jours durant aux participants venus des entreprises privées et publiques de la sous-région et d'Europe de réfléchir sur la promotion du commerce, la réduction du coût de transport et les retards liés aux procédures de dédouanement souvent éprouvantes en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu des échanges vraiment très fructueux par rapport à la promotion et à l'accroissement de la facilitation des transports et du commerce au niveau de la sous-région. Nous avions souhaité abriter cette conférence pour sensibiliser davantage nos autorités et l'ensemble de tous les acteurs de la chaîne de transport sur la nécessité de la facilitation des transports au niveau de la sous-région. Nous avons senti la volonté de tous ceux qui sont là de faire avancer ces sujets-là. C'est ça qui est recherché. Maintenant, pour cela, il faudrait qu'on ratisse le plus large. Donc c'est apprendre encore d'autres membres, c'est encore sensibiliser. Ça, c'est quelque chose que nous allons faire tous les jours. Au terme des échanges, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit des administrations publiques. Des recommandations relatives, entre autres, à la multiplication des initiatives devant permettre de réduire le temps de transit aux frontières, à l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations de douane, à l'harmonisation des systèmes de suivi électronique de transit dans les pays de la sous-région et à l'élimination des entraves à la libre circulation des produits agréés. Avant de désigner le Mali comme le prochain pays organisateur de la 7e conférence en 2018, l'Alliance bordelaise a remis des attestations de reconnaissance à ses partenaires et sponsors pour leur accompagnement constant. Ouvrons à présent notre large page dédiée au monde agricole et nous l'entamons avec cet espoir. La mise en eau du barrage de Samandeni interviendra dans 2 mois. L'entreprise en charge des travaux se veut rassurante. Depuis le passage du Premier ministre sur le site en mars dernier, les tensions semblent apaisées au sein des riverains. Les détails avec Kuala Nebié et Nyakiteda. Peut-être le bout du tunnel pour les travaux du barrage de Samandeni. L'espoir suscité en 2008 avec le lancement grande pompe de cet ouvrage avait commencé à s'estomper. Les jours, les mois et les années se suivaient et se ressemblaient presque pour les acteurs du projet. Mésentente entre les populations affectées et l'État, la conséquence, les machines étaient aux arrêts. Aujourd'hui, c'est un nouveau vent qui souffle sur Samandeni. Les machines ont repris du poil de la bête. La première mise en eau du barrage, initialement prévue en 2014, est attendue pour fin juin de cette année, soit 3 ans après. Les travaux, normalement, sont maintenant à 98% de l'avancement des travaux généraux. Nous sommes à 99% des travaux maintenant. La cote, on dépasse maintenant la cote 318. C'est-à-dire nous sommes presque à la fin des travaux. Maintenant, il reste 2% des travaux. Ça sera achevé d'ici le maximum fin juillet, fin juin. À côté des bulldozers et autres poids lourds pour l'achèvement de la digue et de ses accessoires, les travaux de déboisement sont lancés à grande échelle à l'amont du barrage. Les populations des 8 villages affectés et celles qui occupaient le lit du barrage sont déplacées et réinstallées avec les différentes mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, pratiquement les 12 APS ont été forés et on a trouvé de l'eau. En dehors des réalisations des APS, il y a l'aménagement de 100 km de pistes rurales et vous allez voir que le chantier est en cours d'exécution. Vous allez également voir la réalisation des infrastructures socio-économiques, des écoles primaires, des CSPS et puis des mosquées pour les populations. La hache de guerre est enterrée. Les yeux sont donc désormais rivés sur la mise en forme de ces pôles de croissance à plusieurs composantes. Il y a d'abord l'ouvrage principal, qui est le barrage avec ses ouvrages annexes tels que la centrale. Après ça, vous avez une composante aménagement hydro-agricole. Il y a le volet pêche aussi qui est là. Après la mise en eau, lorsqu'on va faire le barrage Samandeni pourra donner 1200 tonnes de poissons par an. Il y a la composante aussi, ce qu'on appelle le recalibrage
du lit du fleuve Mouhoun. Un volume d'1,50 milliard de mètres cubes d'eau est attendu à terme dans le barrage pour une superficie de 19 951 km². Il sera exécuté en 4 phases de 5 ans et prévoit l'aménagement de 21 000 hectares de terres irriguées sur 17 sites le long du fleuve Mouhoun et l'érection d'une zone agro-industrielle à Bama. Et justement, nous nous rendons sur la plaine risicole de Bama, dans le Houé, aménagée par l'État entre 1968 et 1975. La vallée du Khou n'est exploitée aujourd'hui qu'au tiers de sa capacité initiale. Le manque d'eau est criard et les populations craignent la disparition de ce périmètre. Constat signé Martin Zerbo et Karim Sissé. Des champs à perte de vue. Nous sommes à la vallée du Khou, à une trentaine de kilomètres de Bodjoulasso. Une plaine avocate. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage, mais nous allons poursuivre avec. On quitte cette vallée pour une autre. Celle du Sourou n'est pas seulement une zone agricole, elle est aussi une zone de pêche. Le constat fait par nos reporters dévoile que la filière pêche est porteuse dans cette localité. Quelques difficultés existent tout de même. On voit cela avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. La Boukou du Mouhoun est une région de poissons par excellence. Ces deux fleuves que sont le Mouhoun et le Sourou regorgent d'énormes quantités de poissons. En plus de la pêche, la population s'adonne à la pisciculture, surtout dans la vallée du Sourou. Et ce sont entre autres des carpes et des silures qui sont élevés dans les bassins des sœurs de la paroisse de Niassa. Vous voyez, les carpes là, ça se reproduit très vite. Voilà, tous ces bassins là sont occupés maintenant par les anciens clarias qui étaient dans l'ancien bassin. Voilà, donc ils ont fait beaucoup de petits et il y a beaucoup on a sorti même. S'il fallait continuer tout, il faut ajouter les bassins. Voilà, donc vraiment on est satisfait. Nous avons commencé doucement, mais nous sommes très motivés par l'activité. Ces poissons sont nourris 2 fois par jour. Débuté en octobre 2016, les sœurs de la paroisse de Niassa ont déjà récolté 145 kg de poissons dans chacun des 3 bassins. Toujours dans la vallée du Sourou, Yaya Drabo élève des panans en plus des carpes. C'est avec ça que j'ai fait mes bassins, à peu près 3 millions et quelques. Bon, j'ai fait autre chose, je paye mes employés, c'est dans ça. Bon, je n'ai pas moins de choses que j'ai fait avec les bassins. J'ai acheté une machine même, une motopompe même avec. Au début, j'ai fait avec les poissons locaux, qui n'est pas rentable. Parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai vendu que à peu près 3 tonnes. Pourtant, tu peux vendre jusqu'à, si les hectares que j'ai comme ça, tu peux vendre jusqu'à à peu près 7 à 10 tonnes par an. Je peux dire en 6 mois ou bien en 8 mois, 9 mois. Je sais que c'est très rentable. Et je sais que beaucoup de gens sont prêts à s'investir. Et beaucoup de gens sont prêts à travailler comme moi. Ces pisciculteurs bénéficient de l'appui de l'État à travers la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais des efforts restent à faire. Notre souhait est vraiment d'avoir un forage où nous serons plus autonomes avec des plaques solaires. Si je peux avoir des financements ou bien d'aide, quelqu'un qui peut m'aider en matière de bassin. C'est avec les bassins qu'on peut avoir beaucoup d'alevins. Si on a beaucoup d'alevins, on peut avoir beaucoup de poissons. Malgré cette volonté de créer l'emploi et de contribuer au développement national, les moyens limités des acteurs de cette filière constituent un handicap au développement de cette activité. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur notre clin d'œil quotidien aux activités agricoles. Nous poursuivons ce journal avec ce phénomène de la migration nationale et transfrontalière des enfants. Il prend des proportions inquiétantes et l'association TIE peut compter sur l'ONG Save the Children International pour barrer la route à cette migration. Comment? Réponse avec Drissa Traoré et Mireille Carole Tougma. Renforcer le système national de protection de l'enfance afin de prévenir les dangers liés à la migration des enfants, c'est le but de cet atelier. Une formation qui vise à renforcer les capacités des participants dans le domaine de la mobilité des enfants et des jeunes.
Le présent atelier a été initié pour former les membres du comité de vigilance dans le cadre de la protection des enfants et jeunes travailleurs migrants. Alors, au terme de cet atelier, il est attendu aux participants que chacun s'implique par rapport à ses attributions pour la protection sociale et juridique des enfants et des jeunes travailleurs migrants. Un atelier qui revêt tout son sens au vu de l'importance du phénomène migratoire des enfants dans cette région. La région des Hauts-Bassins, particulièrement la province du Houé, c'est un grand carrefour avant tout. Et une province qui est frontalière déjà avec la République du Mali. Et bien sûr un grand centre également dans le sens que c'est la deuxième ville du Burkina Faso. Et déjà le phénomène dont nous parlons ce matin, la migration, et à travers ce phénomène, beaucoup déjà tendent à s'orienter vers les centres urbains, surtout les grands centres urbains tels que Bobo-Dioulasso. Cette formation a été initiée par l'association TIE en collaboration avec Save Children International qui veulent ainsi unir leurs efforts pour une meilleure protection des enfants. Cette action commune s'est traduite également par la mise en œuvre d'un projet dénommé Projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants. Et puis le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso se donne un nouveau souffle. Une nouvelle stratégie de fonctionnement est en gestation à Ouagadougou. La presse a été invitée à partager les grands axes de cette prochaine ossature que va prendre le Conseil. Précision, Moussa Ouedraogo et Aruna Maré. Les dirigeants du bureau exécutif du CNJBF, le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, veulent donner un nouvel élan à leur structure. Objectif, mieux défendre les intérêts de la jeunesse burkinabé. Cette restructuration permettra donc d'associer davantage la jeunesse dans le processus de développement national. Le renouvellement du Conseil national apportera un changement au niveau de la jeunesse. C'est un cadre d'apprentissage pour la jeunesse. C'est aussi une occasion pour les autorités d'avoir des répondants à tous les niveaux. Donc il y a des avantages certains et ça permettra aussi de poser les vraies préoccupations des jeunes à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui au niveau communal, quand un projet ou bien un partenaire veut intervenir dans le domaine de la jeunesse, ils n'ont pas de référence. Donc nous estimons qu'à l'issue de ce processus, tous les acteurs auront des répondants et de ce point de vue, ça serait la satisfaction pour tous. La présente conférence s'inscrit dans une dynamique d'informer les jeunes sur le processus de réforme du CNJBF. Une structuration qui, selon le bureau exécutif, se fera dans le strict respect de la démocratie et de la bonne gouvernance. Emmanuel Macron est devenu ce dimanche le plus jeune président de la République française. À 39 ans, le candidat d'En Marche a déjoué tous les pronostics du début de la campagne. Après une cérémonie de passation avec l'ex-locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu plusieurs honneurs, dont celui rendu par la garde républicaine. 7 jours après son élection, Emmanuel Macron a fait son entrée dimanche matin à l'Élysée. Après la cérémonie de passation de pouvoir avec François Hollande, il a été officiellement investi dans ses fonctions de président de la République française. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Le 8e président de la 5e République a ensuite prononcé sa toute première allocution. Nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. Et pendant ce temps, le nouveau président sud-coréen, lui, fait face aux hostilités de son voisin. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles balistiques dans la nuit du samedi à dimanche. C'est le deuxième tir de ce genre en moins de 15 jours et les réactions qui fustigent cet acte n'ont pas tardé à se faire entendre. La Corée du Nord a procédé dimanche à un tir de missile balistique, le premier depuis l'élection du nouveau président sud-coréen Moon Jae-in. Le missile, qui a parcouru 700 km, a été tiré depuis la région de Kusong, au nord-ouest de Pyongyang. Au bout d'une demi-heure, il s'est écrasé en mer, entre la péninsule coréenne et la côte ouest du Japon. Le voisin nippon
n'a pas tardé à réagir. Une fois encore, la Corée du Nord a lancé un missile balistique, malgré tous les avertissements de la communauté internationale. C'est inacceptable. Nous protestons vigoureusement, a déclaré Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in a qualifié de provocation dangereuse ce tir de missile effectué par le régime nord-coréen, dont c'est le 4e essai raté depuis le mois de mars. On est dimanche et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau le service des sports. Bonsoir Mamadi Wena. Bonsoir Peggy. Nous commençons par le championnat national de football de D1, la rencontre RCB contre RCK interrompue à Bobo Dioulasso. Oui Peggy, nous allons ouvrir cette page sportive avec la D1 comme vous l'avez dit tantôt et nous allons au stade du 4 août où, alors que nous allons voir les images où les faux et la GEB se sont séparés sur le score d'un but partout. Les faux qui ouvrent le score par Mohamed Ouattara. Voilà, et nous voyons le but Stélis. Et la GEB qui égalise sur un coup d'épée arrêté également. Là, c'est ce coup franc. Et en seconde rencontre, l'Asfa Yenenga a pris le dessus sur l'Union sportive de Ouagadougou. Le seul but a été marqué par Wilfried Poda sur coup d'épée arrêté. Alors qu'on parle du match de Bobo, le RCB qui recevait le Rail Club du Kadoro à cause des intempéries, la pluie, qui a fait plusieurs arrêts. Et après la pluie, il y a eu l'obscurité. Malheureusement, on pouvait plus, le stade Wobi qui n'est pas éclairé actuellement, on ne pouvait plus continuer le match alors que le RCK menait 2-0. Autre résultat de cette 22e journée de championnat de 2-1, USFA Raïmo 0-1 et COSAF AS Sonabel 0-1 également. Majestic AS Police 0-0 et BPS USCO 1-0. Donc le RCK qui, malgré ce match qui n'est pas joué, reste leader avec 47 points, suivi de l'USFA 40 points. Les Faux est troisième avec 35 points. On parlait tantôt du BPS qui a lié une série de 3 victoires qui a battu l'USCO. Mais le BPS, pour la première fois de la saison, n'est plus dernier, 15e avant-dernier avec 17 points et l'USCO est dernier avec 14 points. Alors, Ouagadougou et Koudougou qui vont abriter les finales de la Coupe de l'Assemblée nationale. Oui, ça s'est joué même cet après-midi. Pour Ouagadougou? Oui, à Ouagadougou et à Koudougou aussi. Et à Ouagadougou, alors que nous allons voir les images, les images que nous attendons. Oui, voilà les images qui nous viennent. Et là, c'est FAC contre RCK, FAC qui est en bleu, FAC qui bat RCK 5-0. Et ça, c'était les minimes. Et en seconde rencontre, Salitas a battu Cefèvre sur le score de 4-0 chez les cadets. Et à Koudougou, les minimes du Boulkemde ont pris le dessus sur les minimes du Ziro sur le score de 2-0. Et une information avant de nous séparer, Abdul Aziz Ninkiema a remporté cet après-midi le Tour international cycliste du Bénin et les Burkinabés qui conservent le maillot jaune qu'ils avaient. Ça fait 2 ou 3 années consécutives que le Burkina gagne ce maillot jaune. Très bien. Merci à vous, Mamadi Wena, pour toutes ces informations qui seront développées demain à 21h au magazine des sports. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info revient en direct à 22h30 avec Christine Koulibaly. Demain, une nouvelle équipe s'installe à 20h. Très bonne reprise à toutes et à tous.